Bienvenue à toutes et à tous pour étudier le cours de la segmentation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance marketing de base ou marketing fondamental. Après le besoin, il est important de connaître le segment sur lequel nous allons travailler. Le chapitre actuel, chapitre 4, est égal à la segmentation. Lorsque nous sommes dans un marché, ce n'est pas toujours facile de toucher tous les clients. Quelquefois, il faut cibler un seul type de client et ce type de client, nous allons mieux satisfaire ses besoins. Mais si, comme cette bouteille d'eau, elle est passe-partout, c'est-à-dire quoi passe-partout? Toutes les personnes peuvent la consommer. Enfants, bébés, grands, femmes, hommes, différentes situations financières, différentes situations d'études, différentes catégories, différentes géographies. Si c'est un produit de masse qui peut toucher la masse, qui peut toucher le maximum de personnes, on va voir aussi quelle stratégie utiliser. En tout cas, dans cette segmentation, il s'agit d'un chapitre qui va nous apprendre quelques stratégies à adopter en tant que marketeur face à un client qui change, face à un client exigeant, face à un client qui regarde ce qui se passe à l'extérieur et qui commence à développer ses besoins. Puisque nous avons déjà étudié le besoin la semaine dernière et que le besoin est changeant. Tu as besoin hier d'un produit. Aujourd'hui, ton besoin change en fonction de ton environnement. Puisque les besoins changent, le comportement du consommateur change aussi. Donc, nous devons à chaque fois peut-être changer le segment. Ou bien, vous me dites non, madame, il est beaucoup plus intelligent de rester sur notre segment. Ça veut dire quoi, segment? Nous allons voir et découvrir. Prenez vos stylos, vos cahiers et nous allons noter ensemble. D'accord? Je peux? Très bien. Alors, regardez ce que j'ai mis ici. Je vais d'abord vous lire et après je vais expliquer. J'ai mis la segmentation est une opération d'analyse. De quoi? Du marché, qui consiste à rechercher. On va faire des recherches. Concernant quoi? La population mère. C'est quoi la population mère? Tous les Marocains. C'est ça la population mère. Et qu'est-ce qu'on va chercher dans tous ces Marocains? On va chercher une partition. C'est ce que j'ai mis en vert. Une partition. C'est quoi une partition? Une petite partie. Comme la boîte de fromage la vache qui rit. Combien il y a de parties? Il y a plusieurs, il y a 8. Oui ou non? Qu'est-ce que nous, on va faire? On va faire un segment. Ça veut dire une partie. Ça veut dire un petit triangle. C'est celui-là qui nous intéresse, c'est notre cible. Donc, qu'est-ce qu'une segmentation? C'est prendre la population mère, comme je prends la boîte de la vache qui rit, je prends la population mère et je cherche un seul segment, c'est-à-dire une seule petite partie. Pourquoi? Elle sera plus rentable. Pourquoi? Parce qu'elle consommera mieux et plus longtemps et de façon répétitive mon produit. Donc ici, pourquoi cette catégorie m'intéresse? Parce qu'ils ont un besoin homogène. C'est quoi besoin homogène? Le même besoin. La segmentation est une division de la population mère. Je vous laisse noter? D'accord. Alors, s'il vous plaît, si on veut spécifier dans cette population mère, regardez ce que j'ai mis comme couleur. J'ai mis le bleu ciel, le rouge, pour signifier quoi? Pour signifier que dans une population mère, il y a quoi? Plusieurs catégories. Dans le Maroc, nous avons combien de consommateurs? Nous avons les parents. Oui ou non? Et dans ces parents, nous avons les pères qui ont une consommation, nous avons des mères qui ont d'autres consommations, et nous avons le couple parent qui a une consommation familiale. Ils ont aussi des enfants, si on veut dire tous les ménages, donc tous les cercles de ménage. Okay? Alors ces ménages, il y a combien de consommations dans le ménage? Combien de parties? Combien de segments? Combien de petites parties? Est-ce que le ménage est égal à une seule consommation? Non, parce qu'il y a la consommation collective. Une machine à laver est une consommation collective durable, parce qu'elle concerne toute la famille, c'est une machine à laver. Mais un stylo, un PC et un cartable concernent qui dans le ménage? Il concerne l'enfant, qui est un universitaire. Aujourd'hui, il est un jeune homme, il part à la faculté. C'est un besoin individuel.
individuelle. D'accord. Donc, lorsque nous parlons de segmentation, nous parlons de statut, tu es père, tu es mère, nous parlons d'âge, nous parlons de besoins répétitifs ou besoins occasionnels, besoins rapides ou besoins durables. Oui ou non? Notez avec moi. Et bien sûr ici, lorsque je vais couper cette population mère, si je vais commencer à la découper, je vais sortir avec les groupes qui ont la même conso. Toutes les mamans qui ont un enfant ont la même consommation. Elles achètent tel et tel et tel besoin. Tous les maris qui sont mariés avec 2 enfants, ils ont telle consommation. Donc je vais les cibler. Eux, ils dépensent le plus, je vais les cibler. Tous les enfants entre 15 à 25 ans qui étudient, qui habitent les grandes villes, surtout les villes économiques, présentent les mêmes comportements. Encore, toutes les filles qui vivent à la campagne entre 25 et 35 ans expriment le même besoin. Je vais faire quoi? Je vais faire une analyse qui va me permettre quoi? D'analyser le comportement ou de comprendre le comportement de chaque groupe qui fait les mêmes choses, qui achète presque les mêmes choses de façon répétitive. Donc, ici, à quoi ça sert? C'est de cibler justement, comme j'ai mis sur le slide, d'analyser quoi? D'analyser ce groupe de clients. C'est un groupe de personnes qui expriment le même besoin. Et on a cherché ce segment dans une population mère. Cette population mère contient combien de segments? Plusieurs. Comment je peux connaître le nombre? Et est-ce que vraiment je peux connaître le nombre? C'est difficile, c'est énormément d'études. Pour pouvoir trouver une arborescence énorme concernant l'ensemble des groupes qui sont présents dans la population. D'accord. Alors, si maintenant je trouve un groupe qui a le même comportement et qui peut devenir un groupe intéressant, ça commence à devenir un avantage pour l'entreprise parce que ce groupe va avoir un achat durable, un achat répétitif, il va toujours chercher notre produit et l'acheter. On va l'appeler une niche parce que c'est une fraction du segment. Le segment, c'est un groupe de personnes. On imagine qu'il y a un grand groupe, c'est les Marocains, et on a divisé en 36 groupes. Un de ces 36 groupes, c'est par exemple les parents mariés, les parents, donc couple marié. Ces couples mariés ont tous presque les mêmes comportements. Ils achètent des achats collectifs pour leur famille, pour leur ménage, pour leurs enfants, très bien. Mais dans ce segment-là, il y a une exception. C'est qu'il y a certaines mamans qui achètent pour elles des produits féminins ou certains papas qui achètent des produits masculins pour lui, pas pour la famille. C'est une exception dans la consommation du ménage. Il dit pour moi, ce mois, j'ai besoin de ce produit-là. Donc, il s'achète à lui. Est-ce que c'est tout le temps? Non, c'est juste ce mois. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Donc, c'est une exception. Et cette exception devient, par exemple, une crème à raser pour les hommes. Tous les papas utilisent une crème à raser, normalement, à ce que je sache. Ou les mamans, une crème pour les mains ou une crème pour le visage. Ce n'est pas un achat collectif, c'est un achat personnel pour elle, même si elle fait partie du segment mère. Toutes les mamans. Donc, puisque ça représente un avantage, comme j'ai expliqué, un avantage concurrentiel fort, il fait partie d'une niche, c'est-à-dire une partie de la partie, une partie du segment. Donc, nous avons la population mère divisée en beaucoup de segments, de groupes de personnes, et dans ces groupes de personnes, il y a des exceptions qui vont avoir un achat, ça peut être besoin, ça peut être une envie. Ça peut être un cadeau. Nous avons étudié la semaine dernière les motivations. Vous vous rappelez? Les motivations oblatives, psychologiques. Pour le plaisir d'offrir à quelqu'un. Elle a un cadeau pour sa sœur. Vous vous rappelez des types de motivations qu'on a étudiées la semaine dernière? Donc ça peut être une exception. Comment on va l'appeler? On va l'appeler une niche. C'est clair? Donc population mère, beaucoup de segments. Dans le segment, il y a une exception appelée niche. Et donc cette niche devient une cible. Donc, quelle stratégie nous allons utiliser? Une stratégie de
de ciblage, une stratégie d'individualisation, parce que ça devient un individu qui exprime un besoin particulier pour lui seul. Cette segmentation, c'est le regroupement des consommateurs qui ont le même comportement, la même consommation. On a compris. Donc, il se fait cet acte d'achat selon un processus de décision du consommateur. Notez avec moi, je vais vous expliquer. C'est un processus de décision. Réfléchis cette personne. Comment arrive-t-elle à l'achat? Nous sommes en train de réfléchir au comportement de ce consommateur. Nous avons parlé de décision, mais avec le mot processus. Vous avez remarqué, j'ai mis le mot processus à côté du mot décision. Le mot processus est quoi? C'est un ensemble d'actions. Donc, dans la prise de décision, qu'est-ce qu'elle fait cette maman qui achète à chaque fois un cadeau pour quelqu'un? À chaque fois, elle est invitée, à chaque fois, elle doit acheter un cadeau. Elle va réfléchir à quoi? Est-ce qu'elle passe à l'achat ou pas? Regardez ce que j'ai mis. Passage à l'achat ou pas? Pourquoi? Parce qu'elle a d'autres charges, d'autres consos. Donc ici, l'achat n'est pas automatique. Il y a étude de l'achat lui-même. Elle va consulter son mari, voir les besoins de la famille, sa famille à elle, calculer ses dépenses, réfléchir, est-ce qu'il y a une marge de risque, est-ce qu'il y aura un crédit ou non. C'est toute une réflexion. Donc il y a la réflexion du passage à l'acte. 2, il y a le niveau du salaire. Si elle doit absolument acheter à chaque fois un cadeau à quelqu'un de la famille, c'est un exemple. Et au début, elle achetait des cadeaux très chers, mais maintenant c'est la fin du mois. Son cadeau cher d'une certaine catégorie va se transformer peut-être en quoi? Elle avait l'habitude d'emmener de très grands cadeaux, très chers, très prestigieux. Maintenant, c'est la fin du mois. Vous savez très bien que le ménage a des engagements. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut, parce que son salaire ne lui permet pas, elle peut avoir une réorientation du niveau de qualité de son achat. Oui ou non? D'accord. Alors, ce comportement de ce consommateur n'est pas stable dans le temps. Ça dépend de l'environnement, des dépenses, de sa famille, du type de son ménage, de son salaire. Est-ce que son mari va lui dire « Bon, je vais te donner un peu cette fois pour t'aider » ou il va lui dire « Non, nous sommes en crise ». Est-ce que son fils est tombé malade subitement, donc elle ne peut plus? En fait, c'est toute une réflexion. Il s'agit d'une analyse par rapport à quoi? À l'environnement. Est-ce qu'il y a l'envie d'acheter ou le besoin d'acheter? Quand on a envie d'acheter à une personne, on lui achète la meilleure qualité. Donc, on a une dépense élevée. Aussi l'environnement du consommateur. Il y a la religion, les traditions, l'ouverture, la modernité, les mœurs. Il y a plusieurs variables qui rentrent dans l'acte d'achat lui-même. Nous avions toujours parlé de l'environnement du marché et nous avions parlé de l'entreprise, du décideur, et qu'il doit prendre en considération plusieurs variables. Maintenant, il va partir très loin en réfléchissant et en se mettant à la place du consommateur lui-même. La niche en marketing, est une technique. La niche en marketing est une technique qui consiste à cibler un segment particulier, du public. Vous mettez entre parenthèses, c'est qui ce public? La population mère, ferme la parenthèse, ayant des besoins
et des désirs ayant des besoins et des désirs spécifiques. Ayant des désirs et des besoins spécifiques. C'est bon? Bien sûr, cela suppose quelle stratégie? D'individualisation. D'accord. Donc, lorsqu'on va détecter cette niche, on va la connaître. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui proposer? Un produit de niche. Un produit adapté à ce type de fragment, à ce type de fraction, à ce type particulier qui existe dans le groupe. Donc, on va développer à partir de toutes les exceptions un marché pour uniquement les exceptions. Un marché de niche. Il est appelé un marché de niche. C'est un marché qui concerne uniquement toutes les exceptions qui sont des individus avec un achat particulier. C'est un petit segment. Dans le marché, les produits que nous allons adresser à ce type de personnes, ce sont des produits adaptés à leurs besoins particuliers. Est-ce que vous avez compris? Ils sont toujours différents du groupe. Tous les jeunes, c'est un groupe. Madame, tous les jeunes garçons de Casablanca, entre 15 à 25 ans, c'est un groupe, c'est un segment. Donnez-moi des exceptions de niche. Est-ce que tous les jeunes de 15-25 ans, les Casablancais, sont les mêmes? Ils expriment les mêmes besoins? Vous allez me dire, madame, impossible. Comment s'appellent ces petits consommateurs différents? Ce sont des... Non. Ce sont des niches. Nous avons le segment, c'est tous les jeunes de 15-25 ans. J'ai d'autres jeunes de 25-35 ans. J'ai d'autres jeunes de 30... Pas jeunes, des hommes âgés de 35-45 ans. Et j'ai la population mère en haut. Et dans ces jeunes, il y a deux flèches. Les hommes mariés, les hommes célibataires. Et encore deux flèches. Ceux qui sont au chômage, ceux qui sont actifs. Et encore deux flèches. Ceux qui sont dans une situation financière stable et ceux qui sont dans une situation instable. Ainsi de suite. Ceux qui ont fait des études ou ceux non. Et je vais détailler et détailler. Ceux qui vont exprimer dans le même groupe, il y a des différences. Même s'ils sont des hommes de 15-25 ans qui sont dans la même ville. Mais ils ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un comportement individuel. Et les produits répondent généralement à leurs besoins, à leur goût ou à leurs préférences, qui sont justement spécifiques. Mais ils ne sont pas tout le segment, ils sont une exception dans le segment. Donc, leur marché est un marché restreint, parce qu'il y a des besoins différents que les autres. Ils sont des besoins particuliers. Je donne un autre exemple, les jeans déchirés. Les jeans déchirés. Est-ce que tous les jeunes de 15-25 ans portent ce jean? Mais ce sont des jeunes et ils habitent la même ville et ils sont à la faculté. Donc géographie, études, beaucoup de variables sont respectées. Mais la variable niche est présente. Vous allez me dire, non madame, il y a une catégorie de jeunes du même âge, même ville, même situation, mais qui n'adoptent pas le même comportement. Ils ont, madame, un comportement différent, particulier. C'est une partie de ce groupe. Donc, cette partie de ce groupe est égale à une niche. Donc, les marketeurs connaissent qu'il y a des niches différentes. Et donc, ils vont adapter leur offre à ce besoin, justement, différent. C'est un marché limité, étroit, mais qui peut être très intéressant. Parce qu'il y a une niche de personnes qui dépensent beaucoup d'argent. Par exemple, un garçon qui peut dépenser 5000 dirhams pour un jean. Je te dis, madame, c'est un Levi's qui vient des États-Unis. Je lui dis, mais c'est une folie. Il te dit, madame, j'adore les achats par folie. Combien vont acheter? Tous les garçons de 15-25 ans? Non, madame, un. Il a acheté ce jean parce qu'il a gagné sur Bitcoin, où il a vendu des actions, où il a fait du marketing digital. Il a gagné de l'argent. C'est une dépense comment? Répétitive? Une fois. Qui concerne tous les jeunes? Non, un seul. Donc, elle est Et lorsqu'elle est exceptionnelle, le marché devient difficile. Pourquoi? Parce qu'il peut consommer une fois, mais ne plus refaire cette consommation. Donc, c'est un marché à risque, mais qui peut tout aussi être très intéressant. Parce que ce qu'on va gagner avec un seul achat,
On peut ne pas le faire avec d'autres. Je vous donne un autre exemple d'une autre catégorie, les voitures de luxe. Ce qu'on va vendre avec une seule voiture et le gain qu'on va gagner avec une seule voiture nous remplace 30 ou 40 économiques. Donc on mise et on attend le bon client, l'exception, celui qui veut dépenser une folie et ça vaut la peine d'attendre. Comme une robe de haute couture. Lorsqu'on parle de Versace, d'Yves Saint Laurent, c'est une seule robe, 6 mois de travail, ou plus, beaucoup d'heures, beaucoup de souffrance pour un client particulier, une stratégie d'individualisation. C'est une cible particulière, c'est une petite niche, petite partie dans le segment, mais ça vaut la peine d'attendre. Parce que le gain que nous allons réaliser avec cette vente va nous faire un retour sur investissement. Vous avez compris? D'accord. Alors, je parle ici du marché des voitures. J'ai parlé de quoi? De la haute couture. Je peux aussi intégrer les produits bio. Les produits bio, les abonnements pour telle ou telle entreprise, les produits de luxe. En tout cas, c'est un marché particulier, le marché de niche. Bien sûr, il reste, le point négatif c'est quoi? C'est qu'il reste faible et limité. On peut écrire sur vos cahiers quel est le point positif et quel est le point négatif. Quel est le point positif du marché de niche? C'est un avantage concurrentiel très fort. C'est un avantage concurrentiel. Avantage concurrentiel. Deuxième point fort. Il peut nous réaliser un retour sur investissement. Tout ce qu'on a investi, ça fait 6 mois, on va gagner le triple ou le quadruple ou plus. Un retour sur investissement. Qu'est-ce qu'il va nous donner aussi comme réputation? Quand tu dis Versace ou Gucci, qui a fait une pièce unique pour quelqu'un, donc ça joue sur quoi? L'image de marque. L'image de marque, ils ont fait une seule voiture pour telle et telle personnalité. L'image de marque, bien sûr, produit de qualité et d'exception, qui va devenir le rêve de tous les consommateurs. Ce produit unique va devenir le rêve et va créer la motivation d'achat. Maintenant, les points négatifs. Marché étroit, limité. Marché limité, étroit. Marché limité, étroit, et le volume des ventes est naturellement faible. Donc, marché étroit, limité, et le volume des ventes est naturellement limité. Quand on dit une Ferrari, ce n'est pas tout le monde qui est capable de passer à cet achat. Le volume des ventes est faible. Je peux passer? Maintenant, puisque nous parlons de ces consommateurs, ces gens qui vont acheter, ce sont des cibles, très bien. Alors, il y a plusieurs cibles. Il y a la cible principale, la première que nous avons détectée, qui va être capable d'acheter notre produit. C'est la première. Suite à notre étude, on a compris que c'est la première capable d'acheter. Mais il y a aussi la cible seconde, qui peut-être, si il y a souci ou problème ou opportunité, ou elle a une prime de fin d'année, peut-être qu'elle passera à l'achat. Elle n'a pas l'habitude d'acheter. Mais puisqu'on est en décembre, si ce type de consommateurs vont avoir des promotions de fin d'année, pas des promos, des primes de fin d'année, peut-être qu'ils passeront à l'achat. Et la cible tertiaire qui vient en troisième catégorie. C'est très rare qu'ils achètent notre produit. Donc, ce sont des cibles potentielles. Peut-être ils achèteront, peut-être pas. Donc, par ordre de priorité, il y a la cible première. C'est sûr qu'ils vont acheter notre produit. C'est la cible principale. La deuxième,
c'est la seconde. Et la troisième, c'est la cible tertiaire. Ça va? Alors, j'ai mis ici la cible principale qu'on appelle parfois cible primaire, qui va passer directement à l'achat. C'est celle-là qui nous a intéressés en premier. Elle correspond à des clients à qui une marque espère vendre son produit ou son service. Mais c'est elle qui nous a motivés à commercialiser notre produit. Donc cette cible, elle est importante pour qui? Pour les marketeurs, pour la création du produit, et elle est importante pour tout ce qui est pôle communication, pour qu'elle puisse partir toucher justement ce type de consommateur. Donc, je ne sais pas si vous avez une question ou je peux passer. Combien de catégories de cibles nous avons? La première, qui sont-ils? Ces consommateurs principaux d'acheter. Et notre étude a détecté ce consommateur en premier lieu. D'accord. Les deuxièmes sont appelés cibles secondaires, ou la cible seconde, oui, qui, s'il y a une exception ou une prime, ou ils ont un peu d'argent imprévu, un peu d'argent est venu, ils peuvent faire une petite folie. Ils peuvent passer peut-être à l'achat. Toi, tu ne comptais pas acheter, mais tu m'as dit, madame, j'ai eu de l'argent. Bon, madame, je vais passer à l'achat. Ce n'était pas prévu et tu ne fais pas partie des consommateurs habituels de cette niche. Et la troisième, c'est celle qui est tertiaire. On ne compte pas vraiment sur elle, mais s'il y a un achat de sa part, c'est très bien. On va la prendre en considération. Réfléchir en tant que marketeur sur la nature de cette cible. Nous avons déterminé 3 types de cibles. Maintenant, comment déterminer justement ce type de consommateur ou comment déterminer cette cible? Il y a des étapes. J'ai mis les étapes pour bien identifier votre cible. Première des choses, on va analyser votre offre. Une bouteille Perrier coûte très cher par rapport à une bouteille normale. Alors que madame, c'est de l'eau. Non, je te dis, mais la bouteille n'est pas la même. Comme une bouteille d'huile d'olive, l'huile d'olive ou l'huile d'argan. L'huile d'argan, si vous l'achetez du fournisseur, où vous allez l'acheter? Dans quelle bouteille? Le fournisseur lui-même, vous allez descendre au sud du Maroc. Vous allez trouver une femme qui a une petite coopérative, très petite. Elle va vous vendre l'huile d'olive ou l'huile d'argan dans une bouteille en plastique. Oui ou non? Son prix sera comment? Très bas. Cette même bouteille, si toi, tu ne t'es pas présenté comme businessman, tu t'es présenté comme consommateur normal, mais toi, tu es un businessman, tu travailles dans le commerce, tu as des bouteilles en verre très chic, avec un packaging très chic, une décoration magnifique, et tu as pris le contenu et tu l'as mis à l'intérieur. Cette bouteille va être exportée aux États-Unis ou bien vers les grands restaurants français en France. Mais juste, ce qui change, c'est quelle communication on fait pour faire connaître le produit. On dit oui, ce sont des vertus qui sont extraordinaires. On peut l'utiliser pour l'alimentation comme on peut l'utiliser pour la cosmétique. On peut l'utiliser dans vos laboratoires parce qu'il est même dans l'aspect médical, pour les médicaments. Ça, c'est le rôle de qui? Du communicateur qui va vous montrer les caractéristiques et les vertus du produit. Et grâce à ce talent de communication et à ce talent d'argumentation, le produit prend de l'avant. Oui. Donc, il y a packaging et il y a communication. C'est la même chose pour l'huile d'argan. C'est la même chose pour, j'ai pensé, El Jadida. Vous connaissez la ville El Jadida? Il y a dans la mer des femmes qui sortent les algues. Les algues, elles sont orange-rouge. Ces algues, elles vendent le kilo à 20 dirhams. C'est beaucoup de travail. Lorsque ce produit, un monsieur vient les prendre, les achète à 20 dirhams le kilo, il les vend à un prix de folie pour les usines qui fabriquent le savon, le shampoing et les produits
ce type, qui à leur tour vendent chaque savon à un produit avec un prix très élevé. Donc vous avez compris en fait. Maintenant, analysez le comportement de votre cible. Lorsque je veux déterminer cette cible, le comportement de la cible, on va dire, reprend toutes nos explications. Lorsque je veux étudier une cible, rappelez-vous de toute mon explication. Est-ce que cette personne, on rentre dans les variables, est-ce que cette personne a un achat durable, va faire un achat durable ou un achat occasionnel? Est-ce qu'elle va acheter par besoin ou est-ce qu'elle va acheter par envie? Est-ce qu'elle a les moyens financiers ou elle va passer un crédit? Est-ce qu'elle est dans l'obligation ou dans la motivation oblative? On va rentrer dans l'ensemble de toutes nos explications. Analysez les caractéristiques propres à votre cible. Les caractéristiques se rapprochent de la personnalité de ce consommateur lui-même. Parce que toi, normalement, tu peux être dépensière. Tu dépenses tout ton argent. C'est ton comportement habituel. Mais pendant le mois de Ramadan, ce mois précisément, tu dis, madame, ça fait des années que je dépense. Mais ce mois de Ramadan, précisément, je vais faire des économies. Ah bon? Oui, j'ai décidé. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? Un changement au niveau caractéristique qui est propre au consommateur. Suite à quoi? Le niveau de maturité, la maturité, le niveau de maturité. Ou bien crise financière. Ou bien environnement politique. Je vous avais déjà donné cet exemple. Lorsque les gens voient les images de mort, de sang à la télévision, est-ce qu'il y a l'envie de consommation? Donc, il y a d'autres variables qui rentrent, qui peuvent nous perturber ou changer l'achat. Notez-les. Lorsque je deviens mature, j'ai d'autres priorités. Je pense à mon avenir, je pense à l'épargne, je pense à un placement immobilier. Je ne vais pas penser uniquement à consommer les mêmes produits. Oui ou non? La maturité. La situation financière et l'envie et l'environnement. On va analyser ces caractéristiques qui vont nous montrer la situation actuelle, parce que le comportement du consommateur avant peut être différent maintenant et peut changer encore dans le futur. Donc même le timing ou l'évolution temporelle du même consommateur doit être étudié en tant que caractéristique. C'est la chronologie temporelle. Écrivez-la. Chronologie temporelle. Toi au collège, tu n'es pas toi maintenant. Et tu n'auras pas les mêmes besoins après. Tu es la même personne, mais madame, je change. Donc, c'est l'évolution temporelle ou la chronologie temporelle, passé, présent et à venir. Je répète. J'ai dit une autre variable qui rentre dans les caractéristiques de la même cible. Toi au collège, est-ce que tu es la même que maintenant? Non. D'ici la licence, tu seras la même. Et d'ici le master? Et d'ici 10 ans? Pour que tu sois fidèle, pour te fidéliser, parce que l'objectif c'est la fidélisation, c'est un marketing relationnel. Pour la fidélisation du client, je dois toujours faire attention à son passé et à ses pratiques, à son présent, sa situation et à son futur proche et son futur lointain. On revient à notre point. Établir un persona. Vous avez déjà entendu cette expression, un persona? Non? Écrivez un persona sur votre cahier. Un persona. On l'appelle en marketing persona utilisateur ou persona marketing ou persona client. Je vous donne la définition pour la garder. C'est facile, vous allez vite comprendre. Persona client ou persona marketing ou persona utilisateur. C'est bon, je peux? C'est un personnage imaginaire. C'est un personnage imaginaire. Représentant, c'est un personnage imaginaire représentant un groupe
représentant un groupe ou segment, représentant un groupe ou segment cible, le segment qui est notre cible. Donc un persona, c'est pas une, c'est un. Un persona est un personnage imaginaire représentant un groupe ou un segment cible dans le cadre du développement, de l'image de notre consommateur, dans le cadre du développement de l'image de notre consommateur. Qui peut être susceptible d'être intéressé par notre produit. Alors, qui est ce persona? Quand on réfléchit dans une réunion, ensemble, nous sommes tous des marketeurs et nous réfléchissons tous à notre consommateur et à notre cible. Qui est ce persona? Est-ce qu'il existe vraiment? Donc, c'est un personnage imaginaire. On va l'imaginer. On va se dire ensemble, tiens, on va imaginer une dame. Une dame qui a combien? Donnez-moi un âge. 30? 35 ans, d'accord. Elle a 35 ans. Elle habite quelle ville? Marrakech ou Casablanca? Casablanca, d'accord. Elle a quelle voiture? Parce que c'est étrange, la ville détermine un style. Oui ou non? Fiat 500. D'accord. Chaque ville a un style de vie. Elle a une Fiat 500. D'accord. Elle a quel poste? Elle a quel poste? Elle est comptable. D'accord. Mariée ou non? Pourquoi? Les comptables, les pauvres, sont toujours occupés par les chiffres. Ils n'ont pas le temps. C'est leur vie professionnelle qui est importante. D'accord. Donc, vous nous avez coupé malheureusement l'étude parce que vous avez dit non mariée, parce que je voulais vous dire combien d'enfants. J'allais partir très loin. Vous m'avez dit non madame, pas d'enfants, pas de mariage, au revoir. C'est difficile, c'est une cible comment? Est-ce qu'elle est intéressante? Non, pourquoi? Parce que la personne mariée avec enfant va avoir beaucoup plus de dépenses. Beaucoup plus qu'une personne célibataire. En plus, elle a 35 ans non mariée, donc elle va faire de l'épargne. Elle ne va pas être intéressante pour le marketing. Toute personne qui ne dépense pas n'est pas intéressante pour le marketing. Lorsque tu travailles par raison, tu es logique, tu n'es plus intéressant. On veut beaucoup plus, on veut un consommateur émotionnel. C'est pour ça qu'on fait la pub, on montre les jolies filles, les jolis garçons dans les pubs, la musique, on fait tout ce qui est attirer l'attention. On fait une sorte de manipulation émotionnelle purement. Mais si tu deviens logique, tu passes directement à deux choses, épargne, investissement. Tu ne penses plus à dépenser ton argent. Oui ou non? D'accord, je passe à une autre personne. Je sais, Kenza, elle a 23 ans. Elle est de quelle ville, Kenza? De Casablanca, d'accord. Est-ce qu'elle est étudiante ou elle est salariée? Elle est salariée. Elle travaille où, Kenza? 23 ans, Casa. Elle travaille où? Centre d'appel? Prenons un centre d'appel. Quelle voiture elle a? Clio? Elle n'a pas beaucoup d'argent pour acheter une Fiat. 500. D'accord. Quel est son salaire? Donnez-moi une fourchette salariale. 5 000 dirhams? Si on continue à imaginer ce persona, cette personne imaginaire, nous allons passer à créer des stratégies. Regardez le titre. Des stratégies pour pouvoir adapter notre offre à cette personne précisément, qui peut-être être un échantillon représentatif de toutes les jeunes, de son âge, de sa ville et de son métier. Il y a maintenant, puisqu'on a défini notre cible, des options stratégiques. Nous devons choisir notre stratégie marketing.
J'ai mis ici option stratégique de ciblage. Lorsqu'on a choisi le segment, la niche, on a étudié le comportement, on a donné certaines variables au comportement de ce consommateur. On a même réfléchi à sa différence au niveau temporel. Nous avons toutes les données. Nous allons alors répondre par une stratégie. Je peux commencer par la case à gauche. Le marketing indifférencié. Regardons ensemble la colonne gauche. Qu'est-ce que nous avons ici? Le marketing indifférencié. Je suis indifférent. Ça veut dire je ne fais pas attention aux petits détails. Je prends le tout. Donc, lorsque je dis indifférencié est égal à il ne prend pas un segment. Peu importe le type de consommateur, peu importe sa personnalité, peu importe son comportement, quel que soit le consommateur, il va boire de l'eau. Riche, pauvre, au chômage ou actif, n'importe quel âge, toutes les variables tombent. Elles n'ont plus aucune valeur lorsqu'il s'agit de marketing indifférencié. Je ne sais pas si vous avez écrit cette idée. Toutes les variables étudiées, ça fait 3 séances aujourd'hui, nous sommes à la 4e. Ça fait 1 mois qu'on est ensemble. Toutes les variables que nous avons étudiées n'ont plus aucune valeur lorsque le marketing est indifférencié. Vous avez écrit cette phrase. Écrivez-la. Qu'est-ce que nous avons étudié? Avant de lancer un produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention à l'âge du consommateur, à son besoin particulier en tant qu'acteur. Est-ce qu'il a un rôle acteur en tant que ménage ou institution financière? Ou est-ce qu'il a des engagements? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? On est parti dans la situation familiale, dans la situation professionnelle, on est parti dans la géographie, la technologie, on est parti très loin, oui ou non? Maintenant, lorsqu'il s'agit de proposer un produit pour tout le monde. Donc, toutes les variables que nous avions étudiées tombent à l'eau. On n'a pas une différence entre homme ou femme ou enfant ou personne. Tout le monde va consommer mon produit. Pourquoi? Parce que le produit est proposé, notez avec moi, parce que le produit est proposé à toute la population. Parce que le produit est proposé à toute la population. Exemple, donnez-moi un produit qu'on propose à toute la population. Tout le monde, normalement, le consomme. Ne copiez pas mon exemple. L'eau, c'est moi qui ai dit l'exemple. Exemple, l'eau. Le lait. Il y a une catégorie qui ne va pas prendre le lait. C'est les gens allergiques au lactose. Ils ne vont pas boire de lait. Ils ont une allergie. C'est un fragment, c'est une niche. Donnez-moi un produit que tout le monde... Le pain. Mais même le pain, on va faire une différence. Lorsque tu parles à la Calidad ou Hamoud ou Ntouki, c'est un prix. Lorsque tu pars dans une boulangerie moyenne, c'est un prix. Et lorsque tu pars dans un quartier modeste, c'est un autre prix. Ça varie au Maroc de quel prix à quel prix? De 1 dirham jusqu'à... Non? Il y a des baguettes à 12 dirhams. 12 dirhams, il y a à l'intérieur soit la charcuterie ou le fromage. C'est pas la peine de mettre quelque chose à l'intérieur. Non, tu vas mettre des choses à l'intérieur. Il y a selon la quoi? Le positionnement. On a déjà vu le marketing mixte la semaine dernière, de Place, vous vous rappelez? On a vu le marketing mixte. On a vu le marketing mixte, c'est quoi? C'est une combinaison de price, place, promotion and product. Vous vous rappelez? Lorsque moi je vais cibler le quartier Californie, ce n'est pas si je cible un autre quartier modeste. Le pouvoir d'achat sera faible si je leur propose une baguette à 12 dirhams, ou à 8 dirhams, ou à 7 dirhams. Est-ce que vous voyez? Bon, je continue. Ici, est-ce que nous avons compris? Indifférencié veut dire adressé à tout type de population. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? Pas de distinction de segments. Tous les segments sont
important. Tous les segments sont importants. Vous vous rappelez du mot segment? Le segment, c'est une partie qui a le même qui a le même comportement. Combien de produits nous allons proposer? Regardez combien de produits nous allons proposer. Un seul produit est égal à quoi? Les désirs de l'ensemble de tous les consommateurs. Ça ne vous rappelle pas une autre stratégie? Quand on se concentre sur un produit, ça devient une stratégie de concentration. Il y a certains marketeurs qui l'appellent stratégie de focalisation. Notez ces deux, notez s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle recherche l'économie. Parce que si elle commence à faire plaisir à chaque groupe, donc elle doit changer à chaque fois son produit. Quand tu dis L'Oréal, la boîte cosmétique L'Oréal, la grande entreprise L'Oréal, elle fait une stratégie de focalisation ou de différenciation? Bien sûr, elle a des produits très différents. Et lorsqu'on fait de la différenciation, nous perdons beaucoup de ressources financières. D'accord, nous allons voir. Je continue. Le marketing différencié. La deuxième colonne. Deuxième colonne à gauche. Le marketing différencié. Je continue. Alors, le marketing différencié est une forme de marketing. C'est une forme de marketing qui consiste. Notez monsieur. Qui consiste, je suis au deuxième marketing, différencié, le deuxième. C'est une forme de marketing qui consiste à élaborer des stratégies, spécifiques, en fonction des différents segments. Donc ici, ça suppose quoi? Quels sont les mots-clés dans ma phrase? Que je prends en considération la présence de différents segments. Est-ce que c'est le contraire de la première ou non? Parce que la première est adressée à tout le monde. Et la deuxième, différenciée, on accepte qu'il y a une différence entre telle et telle fille. Vous êtes dans le même amphi, même professeur, même cours, mais est-ce que vous avez la même personnalité? Non. Donc, lorsque vous sortez de l'amphi, vous avez des besoins, vous exprimez des besoins différents. L'entreprise va prendre cette différence, mais elle ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Elle ne va pas faire plaisir à toutes les personnes dans cet amphi. Qu'est-ce qu'elle choisit? Regardez ce que j'ai noté en premier. Elle va choisir les segments les plus intéressants. C'est qui les segments les plus intéressants? Qu'est-ce que j'ai dit comme phrase tout à l'heure? Qui sont les consommateurs intéressants pour le marketing? Ce sont les consommateurs qui dépensent. Qu'est-ce qu'ils vont offrir les entreprises à ce type de segment? Une politique de gamme. Ils vont créer une gamme pour telle et telle catégorie. Une gamme pour les jeunes filles de 15-25 ans. Une autre gamme pour 15-35. Une autre gamme pour 35-45. En 10 ans. Ils prennent toujours le segment de 10 ans. Parce qu'en 10 ans, la situation financière, matrimoniale, professionnelle change. Et ils vont essayer de toucher l'ensemble du marché. Couverture de tout le marché. Le coût, c'est vrai qu'il augmente, ça c'est sûr. Il y a un coût en plus. Mais on touche ici une clientèle précise qui va vraiment générer une bonne rentabilité. Je passe au troisième, c'est le marketing concentré. Et ici, même dans le segment qu'on a cherché des filles de 35 ans ou des jeunes de 22 ans, mais est-ce que tous les jeunes de 22 ans vont acheter la même voiture que vous venez de citer? Il y aura toujours une exception qui va dire non, moi madame, je ne veux même pas de voiture, je vais prendre le tramway. Je vais lui dire, mais tu as de l'argent, tu as un salaire. Tu dis, madame, je ne pense pas à la voiture. Madame, je vais acheter un appartement. C'est plus intéressant pour moi. Je lui dis, oui, mais les embouteillages, je lui dis, non, madame, j'ai d'autres priorités.
Du coup, qu'est-ce qu'on remarque? Que même dans un segment qui a le même âge, même ville, même situation, qui normalement a le même comportement, mais il y a des niches, vous vous rappelez le mot niche? Une fraction, une partie qui représente un avantage concurrentiel et qui va avoir des besoins différents des mêmes personnes de son âge. Tu vas trouver un jeune qui est différent des autres qui ont le même âge que lui. Et donc ici, l'entreprise va se concentrer sur ce jeune différent et va faire un marketing concentré. Elle va se concentrer sous forme principale ou sous forme niche. Donc soit s'il y a beaucoup comme lui ou lui-même une niche, elle va gagner beaucoup d'argent avec lui parce que lui, au lieu de dépenser par exemple tel et tel million pour une voiture, il va dépenser énormément de millions pour un appartement. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour le secteur immobilier. Et il va devenir un acteur. Il pourra même prendre un crédit, donner un fonds personnel, un capital personnel et prendre un crédit. Donc même le secteur bancaire, s'il y a 30 ou 40 garçons comme lui, le secteur bancaire va avoir une fluctuation. Il va avoir beaucoup plus de charges. L'eau, l'électricité, donc il paiera les impôts. Donc il devient réellement un réel agent économique qui va avoir un énorme rôle dans le circuit économique. Je ne vais pas revenir dans le circuit économique, nous l'avons déjà fait l'année dernière. Il y a une vidéo spéciale circuit économique sur ma chaîne si vous êtes intéressé. Je continue. Le marketing individualisé est un marketing que nous avons déjà expliqué lorsque j'ai cité les grandes marques. Quand tu dis Ferrari, une Lamborghini, une robe haute couture, ce n'est pas pour tout le monde. Donc c'est une offre. Regardez ce que j'ai mis. C'est une offre individuelle, individualisée. On ne s'attache pas à un segment, mais on va s'attacher à une personne, à un individu qui exprime on va dire un besoin particulier. J'avais déjà donné la semaine dernière l'exemple de Cristiano Ronaldo qui exprime un besoin particulier. Il a déjà une Ferrari, mais il n'a pas cette couleur précise avec cette fonctionnalité précise. Il va faire une demande particulière, une commande. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Les créations pour les stars, les produits de luxe. Et on va essayer de vendre ce produit de luxe, tout à fait. Donc est-ce que les 4 stratégies marketing sont claires? Stratégie d'indifférenciation, stratégie de différenciation, stratégie de concentration et stratégie d'individualisation. Ça rejoint ce que nous avions écrit tout à l'heure. Nous avons une autre stratégie qui est le ciblage. Ce ciblage peut se subdiviser en 4 stratégies. Ça marche? Donc nous avons la segmentation, la stratégie de segmentation qui va nous donner une cible particulière à travers la stratégie de ciblage. Et cette stratégie de ciblage va nous donner 4 différentes stratégies que nous venons de voir. Ça marche? Pourquoi tout cela? Pour une seule raison, répondre au mieux aux besoins du consommateur. Mieux le connaître est égal à une meilleure offre. Je peux passer? Je peux? Très bien. Donc ici, j'arrive à quelques exemples.